Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une nouvelle vidéo de presque qualité avec l'ami Caire. Salut à toi mon bon Caire. Salut mon cher Greg, salut à tous, on est là pour parler des news et on va enchaîner ces news, vous allez voir, on va les mitrailler. Il y a plein de trucs super intéressants à dire et on va faire ça bien et vite. Voilà. Tu veux commencer peut-être ou est-ce que tu veux que je commence par le point pognon ? Moi j'ai Très envie rapide. que tu commences parce que c'est vraiment le point que tout le monde attend, le point planning et pognon. Eh ben on va commencer par le box-office et donc Tenet qui est seul au monde, j'ai envie de dire, puisque c'est le seul blockbuster américain qui est sorti récemment et qui va sortir pendant un bon moment, hein, puisque suite à sa sortie et son échec notamment aux États-Unis où il n'a récolté que 41 millions de dollars, et ben en fait énormément de studios ont décidé de repousser des films, on y reviendra dans quelques secondes. Si on compare un petit peu les recettes de Tenet, globalement, sur son premier week-end, alors ils avaient un petit peu truqué, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, en mettant une partie des recettes canadiennes et aussi des nombreuses avant-premières et d'un très long week-end. Tenet avait fait en fait réellement sur son premier week-end que 10 millions. Dans une situation tout à fait classique hors Covid, on se serait tous incroyablement moqué de Tenet parce que ça aurait été un démarrage absolument catastrophique, un des pires qui soit. Or, enfin en tout cas pour un gros blockbuster. Or là, on est dans une situation qui est totalement anormale, bien évidemment, puisqu'une une partie des salles américaines sont toujours fermées, en tout cas dans les grandes villes, New York, Los Angeles, San Francisco, etc. Donc il y a 70% à peu près des salles américaines qui sont ouvertes. Ça, je l'avais déjà dit. Et Tenet, ça ne fonctionne pas aux États-Unis. Au niveau mondial, il a dépassé les 200 millions, il est même aux 300, ce qui est plutôt pas mal. En Chine, il a plutôt bien marché, mais ça reste quand même des chiffres très inférieurs à ce qu'on pouvait espérer et à ce qu'espérait la Warner. Du coup, on l'a dit dans la précédente vidéo, il y a eu des conséquences immédiates. Wonder Woman 1984 a été décalé au mois de décembre. Dune, pour l'instant, est maintenue au mois de décembre. Et on se demandait, mais qu'est-ce qu'allaient bien faire les autres studios qui avaient des grosses sorties. Alors pour l'instant, James Bond est maintenu à novembre, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent que James Bond va également sauter à 2021 à cause du Covid et à cause de la présidentielle américaine. Et du côté de Disney, on a tranché et en fait, il n'y a plus qu'un seul film Disney qui est pour l'instant prévu, c'est Soul, le film de Pixar, puisque Black Widow a été repoussé à 2021. Également, West Side Story, donc le remake de Steven Spielberg, est également repoussé, lui, carrément d'un an. Alors, pour vous donner les dates précises, Black Widow sortira le 7 mai 2021. On aura 2 mois plus tard Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui sera le deuxième film du MCU de la phase 4, et The Eternals qui sortira le 5 novembre 2021. Ça change complètement le planning des sorties Marvel parce que ça ne décale pas que d'un an, puisqu'en fait en 2020 il ne devait y avoir que 2 films du MCU, Black Widow et Eternals, qui devait être donc le deuxième. Là maintenant on a Shang-Chi qui se glisse entre les deux, et ça pose un problème notamment au niveau des séries télé, puisqu'on a eu la confirmation notamment avec un trailer que WandaVision serait bel et bien diffusée en 2020. Ça sera la première série du MCU sur Disney+, et sachez que ça n'était pas du tout prévu comme ça, puisque c'était Falcon and the Winter Soldier qui devait commencer, et on savait que WandaVision devait en fait introduire le prochain film Doctor Strange qui est prévu le 25 mars 2022, donc il y aura 2 ans d'écart entre la série et le film. C'est assez problématique pour Disney. Voilà pour les grosses annonces, on va dire, de report. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que jusqu'à la fin de l'année 2020, il n'y a plus grand chose de prévu. On a pour l'instant James Bond, on a Wonder Woman, il y a potentiellement Dune, mais ça paraît complètement improbable que la Warner maintienne Dune une semaine seulement avant son autre mastodonte qui est Wonder Woman. Il y a les Croods 2, mais il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent clairement à Hollywood jusqu'à la fin de l'année. Le cinéma américain ne reviendra pas du tout à la normale avant 2021, c'est certain. Voilà, à toi mon cher.
Alors du coup, je vais réagir avec une news un peu réaction. Notamment, c'était Ben Affleck qui a été interviewé dans Entertainment Weekly et ils lui ont posé des questions sur son dernier film. Donc c'était The Way Back, qui était un film sur lui qui jouait un alcoolique qui avait perdu son fils et qui essayait de remonter la pente en devenant coach d'une équipe de basket. Le film est plutôt pas mal d'ailleurs, je vous le conseille. Et en fait, il était interrogé, donc là, il y a quelques semaines, sur ce qu'il pensait de Hollywood post-Covid, ou en tout cas en ce moment Covid, et de ce qui se passera plus tard après que le Covid soit passé. Et en fait, son point de vue, je pense qu'il est assez intéressant par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, son point de vue, c'est de dire que là, tout de suite maintenant, cette année, les films qui ont pu sortir facilement sur les plateformes de téléchargement de streaming, en fait, eh bien, eux ont bénéficié d'un boost, et notamment des films à petit budget comme Way Back, ont, comme c'était un des rares nouveaux films qui étaient disponibles sur les plateformes, eu un boost et ils ont généré plus de bénéfices pour les studios qu'ils n'en auraient généré en salle. Mais par contre, son point de vue, et que je trouve assez intéressant, c'est que donc pour lui, maintenant, il va y avoir, les spectateurs sont assez habitués au fait de regarder les films depuis chez eux, qu'on est moins habitué de facto à aller au cinéma, et que donc en fait, il va rester au cinéma des sorties qui vont être les gros mastodontes, les très grosses sorties globalement Disney, Star Wars, Marvel, etc. Et évidemment quelques autres très grosses sorties des concurrents. Et à côté de ça, des films qui doivent rentrer dans leurs frais, et donc plutôt des films qui sont donc petit budget, voire type indépendant. Et en fait, pour lui, ce que le Covid risque de tuer pendant un certain temps, c'est les mid-budget movies. Donc c'est tous les films qui sont pas des gros blockbusters, mais sur lesquels il y a quand même des investissements qui sont faits. Et en fait, cette gamme-là de films, donc tous les films drama, tous les films genre les Argo, il citait des films à lui par exemple, eux vont purement et simplement disparaître parce que les plateformes n'auront pas les moyens de payer pour des films qui ont ce type de budget. Et en même temps, ces films ne sont pas suffisamment forts pour être le film du mois qui va attirer du monde en salle. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et effectivement, ce qu'on voit en ce moment arriver sur Netflix correspond à cette règle. Alors, c'est par hasard, parce que Netflix n'avait pas prévu le Covid. Ou alors, c'est que vous êtes vraiment dans les théories du complot de fou. Et en fait, Netflix, c'est un film avec un ou deux acteurs connus qui vont faire l'affiche, un ou deux techniciens connus derrière, un producteur, un réalisateur ou un responsable de cascade dans le cas de certains. Et puis, en fait, pouf, le film sort. Mais en fait, c'est des petits budgets qui font croire que c'est des mid-budget. Et je trouve que c'est super intéressant cette remarque de Ben Affleck parce qu'elle a l'air de vraiment nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a les gros films qui sont décalés pour essayer d'arriver à des moments où le Covid sera moins impactant et surtout d'être la sortie qui va générer le plus de cash parce qu'on va surtout pas aller diviser le gâteau. Et à côté de ça, les films à moyen budget, en fait, on n'entend plus d'annonces de nouveaux films. Voilà, sauf sur les plateformes, et c'est plutôt du low budget. Je te laisse continuer sur ta news suivante, mon cher Kerr. Eh ben, comme tu parlais de plateformes et de films qui sont sortis sur plateforme, je vais faire un petit point très rapide sur Mulan pour vous dire qu'il y a des premiers chiffres de recettes qui ont été dévoilés, alors pas par Disney mais par diverses sociétés d'analyse et qui évoquent notamment un énorme succès de Mulan sur Disney+ aux États-Unis. Ces chiffres sont à prendre avec énormément de pincettes puisque notamment ils affirment que presque 30% des Américains abonnés à Disney+ ont payé les $30 pour regarder Mulan. D'autres analystes ont dit que c'était totalement impossible qu'un tel pourcentage d'abonnés à une plateforme paye ce montant en plus pour regarder Mulan. Il y a beaucoup notamment d'abonnés, tu sais, qui le sont via des offres et qui n'utilisent pas du tout la plateforme. Donc ces chiffres apparaissent comme très surréalistes. Rappelons quand même que la sortie de Mulan s'est accompagnée d'une énorme polémique et je vous laisserai chercher pourquoi. Et notamment en Chine, le film ne marche pas bien du tout. Donc c'est pour l'instant totalement impossible de dire si Mulan est un succès ou non sur Disney+. Moi, je vais vous faire d'autres petites news, et puisque je ne parlais de films qui n'étaient pas un succès, ou en tout cas
potentiellement pas un succès. Je vais vous parler d'un film qui n'a pas du tout été un succès. C'est le film Warcraft, adapté bien évidemment des jeux vidéo de Blizzard Entertainment. Et ben, figurez-vous que le film réalisé par Duncan Jones, qui s'était révélé avec le très bon Moon, et ben, c'était complètement vautré, et notamment aux États-Unis. Il avait fait un box-office catastrophique. Il avait été sauvé par la Chine. Et ben, figurez-vous qu'on avait enterré la suite. Et ben, cette suite semble avoir été déterrée. Il y a eu une fuite qui dit qu'en fait Legendary prépare avec Blizzard un second film Warcraft, et Chris Metzen, qui était le mec qui bossait notamment sur tout ce qui est histoire du lore de Warcraft sur World of Warcraft notamment, et qu'on voyait notamment beaucoup à la BlizzCon, qu'on voit encore d'ailleurs il me semble. Et ben lui, il a fait un tweet qui laissait planer le doute. Alors est-ce que on reverra Warcraft en film? Enfin voilà, et en tout cas d'ailleurs l'acteur qui jouait, là ça n'a rien à voir, mais l'acteur qui jouait le rôle principal de film Warcraft, donc Travis Fimmel, qui était Ragnar de Viking, joue dans une série qui s'appelle Rise by Wolves, qui est apparemment une série de science-fiction très réussie, et qui a obtenu une saison 2. Et puis comme je parle de saison 2, je vais faire un point très rapide, mon cher Greg, si tu le permets, sur des annulations. Il y en a une qui va te briser le cœur, qui va t'atteindre directement au plein cœur de l'amour, tu verras. La première, ça tu t'en moques, c'est l'annulation de Dark Crystal, la série par Netflix. Alors je n'ai pas envie de jeter la pierre à Netflix sur cette annulation. J'ai beaucoup aimé la première saison de Dark Crystal, que j'ai trouvé pleine de charme, et aussi j'ai trouvé que c'était une véritable prouesse technique. Mais voilà, c'était un pari très osé, c'est très long à produire. Il y en avait pour plusieurs années avant que la saison 2 arrive, ça coûte cher. Netflix a préféré abandonner, d'autant plus qu'il n'y avait jamais eu officiellement de saison 2 de prévu, donc c'est une annulation qui n'en est pas vraiment une. On va dire qu'il n'y aura pas de suite, c'est tout. On a eu une annonce aussi qui concerne une série italienne très importante, ce qui est Gomorrah. Gomorrah s'arrêtera à la fin de la saison 5, qui n'a pas été diffusée. En France, c'est diffusé sur Canal+. Et enfin, la série qui va te toucher, mon cher Greg, parce que c'est une série qu'on a souvent abordée, et quand je dis on, je veux dire tu, sur la chaîne, une série qui était marquée par le pouvoir de l'amour. C'est Supergirl, bien évidemment. Supergirl s'arrêtera à la fin de la saison 6. Je te laisse quelques secondes pour t'en remettre. Après, c'est très cohérent. On est dans un monde qui aujourd'hui ne vit plus que par la haine. Le pouvoir de l'amour de Supergirl n'a plus sa place dans notre monde, tout simplement. Voilà. T'en penses quoi de la fin de Supergirl ? Eh ben écoute, j'en pense un peu la même chose que le reste de dernière saison. Là, j'en pense rien. Donc, puisque j'en passe à la news suivante... Attends, juste, il y a quand même un truc. Il y a une rumeur qui dit qu'en fait Supergirl sur CW s'arrêterait pour permettre en fait au personnage d'être utilisé dans les films et recasté. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a une autre rumeur qui dit que la série Legend of Tomorrow, qui est une autre série qu'on affectionne relativement peu, pourrait introduire Green Lantern, qui serait ensuite, et puisqu'on le sait, Green Lantern va devenir une série sur HBO Max. Et ben ça, en fait, ça serait Legend of Tomorrow qui introduirait Green Lantern, ce qui fait relativement flipper sur la suite de la série Green Lantern, il faut le dire. À toi, vas-y. Quelles belles infos. Du coup, moi, je voulais enchaîner sur une news qui est tout simplement en fait quelque chose qui est sorti sur la Chambre des Lords de la communication digitale via leur comité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce comité de la Chambre des Lords anglais ? Eh bien en fait, du coup, il y a certains, comme dans tous les pays, les grandes plateformes de streaming, les chaînes de télé doivent fournir des documents donc officiels à nos dirigeants, et à cette Chambre des Lords de la communication digitale et surtout à son comité, en fait Netflix a dû communiquer un truc qu'il n'avait jamais communiqué avant, ou en tout cas pas à ma connaissance, qui est comment est-ce qu'ils estiment le succès d'une série et si oui ou non il faut faire une suite. Et j'ai trouvé cette information hyper intéressante. Et donc je vous parle de cette news. Eh bien en fait, Netflix regarde 3 choses. La première, c'est le nombre de personnes qu'ils appellent des starters, c'est-à-dire des personnes qui vont regarder uniquement le premier épisode et quel est leur comportement. Est-ce qu'on va regarder
5 minutes par 5 minutes de l'épisode? Est-ce qu'on va regarder 100% de l'épisode? Ou est-ce qu'on va absolument le lâcher au bout de 5 minutes et puis jamais revenir? Les completers, donc ça, ce sont ceux qui vont regarder toute la série. En combien de temps? Est-ce que c'est des personnes qui regardent toujours tout, ou est-ce qu'au contraire, vous regardez qu'une fois une saison entière, mais là, celle-là, vous l'avez regardée à 100% sur un week-end? Et ceux qui s'appellent les watchers, et ce sont ceux qui vont, en gros, se balader sur toutes les séries Netflix et qui vont regarder 3 épisodes, 4 épisodes, 5 épisodes. Est-ce que cette série a été plus ou moins picorée que les autres? Et en fait, Netflix fait le point sur ces 3 stats, enfin sur ces 3 types de personnalités. Est-ce que ça va ramener des nouvelles personnes et de là vont engendrer des courbes qui vont dire est-ce que ça donne envie aux gens de rester sur la plateforme pour une saison 2, puis une saison 3, etc. Et sur la base purement de ces statistiques, Netflix ferait un point qui déterminerait si oui ou non il faut avoir une saison 2, une saison 3, etc. Et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de coupures de saisons chez Netflix. C'est parce que, et alors ça je trouve ça super intéressant dans la foulée, c'est que je ne connaissais pas le modèle économique de Netflix avec tout simplement les producteurs. Et en fait, ils payent tous les coûts de production plus 30%. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ces frais, parce que en fait, Netflix ne fait pas de gains sur ses films en les mettant en salle, donc il n'y a pas de bonus qu'ils peuvent gagner. Et à côté de ça, Netflix ne va pas revendre, comme beaucoup de chaînes de télé, les droits de la série. ABC vendait ses droits de Lost sur TF1, etc., etc. Et en fait, Netflix n'ayant pas ça, il paye 30% de premium et des bonus si la série continue. Et donc si la série continue et qu'elle n'a pas suffisamment de vues, c'est une catastrophe financière. Donc c'est pour ça que Netflix doit couper tout de suite pour esquiver les pertes dès qu'une série n'est pas rentable, c'est-à-dire qu'elle ne ramène pas de l'argent directement via ses abonnements, en poussant les gens à garder des abonnements ou à pousser les gens à prendre des abonnements. J'ai appris plein de trucs grâce à cette House of Lords Communication and Digital Select Committees. Et du coup, moi j'étais très intéressé par ça, et j'ai trouvé ça très intéressant, et ça allait complètement dans la lignée de la vidéo sur la stratégie Netflix que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, qui est sur la chaîne. Voilà mon cher Kerr. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je trouve ça très intéressant et je voulais rebondir sur un truc qu'on avait dit tout à l'heure sur ta news sur les films sur plateforme. Regardez la vidéo qu'on a fait en tout début d'année, avant le coronavirus, sur le cinéma dans 10 ans. Franchement, c'est flippant. Parce que en fait, le coronavirus a tout accéléré de ce qu'on avait dit. Et puisque tu parlais de Watchers, je vais parler de Watchmen. Et oui. Quelle incroyable transition, puisque je vais vous parler de la cérémonie des Emmy Awards. Alors d'habitude je la boude parce que je trouve pas ça très intéressant de revenir sur les vainqueurs, parce qu'il y a souvent des trucs un peu louches. Mais cette année, je trouve que c'est intéressant. Alors, je vais vous en parler, notamment le triomphe de Succession, la série de HBO que je n'ai pas encore vue, mais qui a été adoubée par les Emmy dans la catégorie série dramatique. Alors, ils ont eu le prix le plus important de la cérémonie, qui est meilleure série télévisée dramatique, qui avait eu GOT notamment l'année dernière. Jeremy Strong, meilleur acteur. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça pour Succession. C'est un vrai carton. Notons quand même, et là ça te fera plaisir et ça me fait plaisir parce que moi je trouve aussi que c'est une excellente actrice. Mais Zendaya, l'héroïne de Euphoria, a eu le prix de la meilleure actrice dans un rôle dramatique, dans une série dramatique. Elle a battu notamment des pointures. Il y avait Jennifer Aniston, Olivia Colman pour The Crown. Il y avait les deux actrices de Killing Eve. Notez que dans les nominations pour la meilleure série dramatique, il y avait deux très grosses surprises. Il y avait Stranger Things. Alors là, j'ai pas trop compris. Et la saison a été cool, hein, c'est pas le problème, mais il y a des séries qui sont au-dessus quand même, il faut être honnête. Et l'autre série, c'était The Mandalorian, qui était nominé. Voilà. Billy Crudup, pour son rôle dans The Morning Show, a gagné également meilleur second rôle. Qu'est-ce que je peux dire de très rapide? Il y a eu le triomphe surprise d'une série canadienne qui s'appelle Schitt's Creek. Et en fait, personne. Il y a eu le lendemain des Emmy énormément d'articles, mais c'est quoi cette série? C'est quoi cette nouveauté? C'est pas du tout une nouveauté. En fait, donc c'est Bienvenue à Schitt's Creek. J'arrive pas du tout à le dire. C'est une série canadienne qui est diffusée depuis 2015 et qui a déjà 6 saisons. Elle était absente des Emmy et là, cette année, elle a tout gagné.
mais vraiment tout gagné. Alors, est-ce que ça veut dire que la saison 6 ou 5, je ne sais pas laquelle a été prise en compte par les Emmy, était clairement au-dessus, ou alors est-ce que les Emmy a fait comme ils le font souvent, c'est-à-dire au bout d'un certain temps ils sacrent une série. C'est probablement ça à mon avis. En tout cas, ça a tout eu, hein. Meilleure série comique, meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur second rôle, féminin et masculin, enfin meilleure réalisation, meilleur scénario, ils ont tout eu en fait, c'est un truc de dingue. Voilà, et je parlais de Watchmen, bah oui, il faut bien le dire, Watchmen a été adoubé 11 Emmy Awards pour la mini-série de HBO. Watchmen, hein, c'est une série extraordinaire que je vous conseille vraiment de regarder, qui est très particulière mais qui vaut vraiment le coup. Il y a 2 épisodes dans cette mini-série qui font partie des meilleurs épisodes que j'ai pu voir depuis très 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 longtemps dans une série télé. Alors on a Watchmen, meilleure série, on a Regina King, donc qui jouait Angela Abar, qui a meilleure actrice. Enfin, il y a plein de trucs pour Watchmen. C'est vraiment vraiment mérité, et c'est vraiment mérité pour son créateur Damon Lindelof, qui avait été complètement boudé par les cérémonies pour son autre extraordinaire série qui était The Leftovers. Voilà mon cher Greg, est-ce que il y a des trucs qui te font réagir, peut-être Zendaya qu'on verra notamment dans Dune et que tu avais apprécié dans Euphoria, que tu as beaucoup aimé? Eh ben écoute, moi très content parce que Euphoria c'est une des meilleures séries de l'année. Watchmen c'est peut-être celle que j'ai préférée. Donc écoute, je suis très content de ce petit palmarès. J'enchaîne avec d'autres news. J'enchaîne tout de suite avec Justice League et Zack Snyder qui a eu une confirmation qu'ils allaient bien faire des reshoots. Alors on avait eu l'information qu'il n'y aurait pas de reshoot, que ce serait juste un remontage, et au final, eh bien, il est en discussion qu'il y ait 7 jours de nouveaux tournages de reshoot. Et pour info, Ray Fisher, donc, qui était l'acteur qui jouait Cyborg, qui est en conflit avec la production parce qu'il expliquait qu'il y a eu des mots un peu abusifs sur le tournage de la part de l'autre réalisateur, eh bien en fait Hollywood Reporter annonce qu'il n'aurait plus que 3 scènes de prévues dans le futur Flash où il était censé avoir un rôle important. Donc, eh bien, attaque-les et Hollywood se vengera. Dans la catégorie Hollywood... J'ai une petite remarque sur Justice League, si tu permets. J'ai vu un tweet passer sur justement la question des reshoots, et tu sais qu'il y avait déjà un budget qui était alloué sans les reshoots. Il y a un nouveau budget qui est alloué pour les reshoots. Et donc, le tweet disait, donc, la Snyder Cut existe depuis des lustres. Les fans 2016. la demandent, ça existe. Et en fait, eh ben, le budget pour faire cette Snyder Cut est plus élevé que le film Joker entier. Et c'est vrai. Donc en fait, je pense que la Snyder Cut n'existait pas vraiment. Ils retravaillent énormément le film rêvé de Zack Snyder. Bah déjà, il faut fournir une série maintenant, parce que c'est 4... Enfin, le film était censé être un film entre 2h et 3h, puis maintenant on va avoir 4 heures de production, donc déjà c'est pas mal. Et la remarque sur le film de Joker, de toute manière, je pense qu'elle peut détruire la moitié des films à Hollywood, en disant ce film a coûté 15 fois le prix du Joker, et il est 1000 fois plus nul. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent se targuer de ce ratio. Alors, on enchaîne sur les toutes petites news pour ceux qui sont intéressés par les très très anciens personnages de la Justice League. Eh bien, il y a Hawkman, donc c'est celui qui a des ailes de faucon et d'aigle, certains me diront, et une espèce de grande masse d'armes qui a été castée dans Black Adam. Donc, nous verrons d'autres nouveaux personnages de l'univers du DC Universe qui vont apparaître. Il y a également des rumeurs qui sont maintenant beaucoup plus insistantes autour d'une série sur la plateforme Disney+, qui serait autour du personnage de Nick Fury. Et notamment, pourquoi est-ce qu'on parle d'informations de plus en plus insistantes? C'est parce que c'est Kyle Bradstreet, qui avait notamment fait les Borgia, qui avait été un des showrunners, peut-être pas, mais un des personnages les plus importants dans la création de la série Mr. Robot, qui donc va eh bien, tout simplement s'occuper de chapeauter l'écriture. Et puisqu'on enchaîne sur les news séries de plateforme, il y a Cassian Andor, donc, qui est une des séries Star Wars qui va apparaître sur Disney+, qui a eu un recast de son showrunner, et ce ne sera plus, j'essaye de retrouver le scénariste
Tony Gilroy, qui avait notamment fait Jason Bourne, qui va s'occuper de la série. Mais l'anglais, je suis en train de chercher. Toby Haynes, qui avait notamment fait Utopia, Black Mirror et Sherlock, et qui avait bossé sur Sherlock et qui avait aussi bossé sur Doctor Who, qui va s'occuper de la réalisation des 3 premiers épisodes. Et pourquoi est-ce que je précisais que l'un est américain et l'autre est anglais ? Eh bien, c'est la raison donnée par Disney+, c'est qu'en fait, les Américains ont trop de problèmes pour voyager, notamment en Angleterre où serait tournée une partie de la série, et donc ils se sont concentrés sur un réalisateur anglais. C'est incroyable que le Covid ait ce genre d'impact. En tout cas, moi, ça m'a vraiment soufflé. Et avant-dernière news, dernière news avant de repasser la main à Pierre, et mon avant-dernière news, c'est Chadwick Boseman, et qui a eu en fait plusieurs magazines sur lui, et notamment un qui donnait la parole à Sienna Miller. Sienna Miller, c'était l'actrice qui était dans 21 Bridges, je crois, Manhattan Lockdown en français. Et donc un des derniers films de Chadwick Boseman, qui expliquait qu'en fait, il avait essayé de lutter contre la production pour qu'elle ait, en tant qu'actrice, un salaire plus important, parce qu'il y a toujours ce débat à Hollywood que les garçons acteurs sont mieux payés que les filles. Et visiblement, pour équilibrer, comme la production a refusé de monter jusqu'au niveau des prétentions de l'actrice, eh bien, en fait, il lui aurait donné une partie de son salaire pour équilibrer les choses. Donc Chadwick Boseman, voilà. Petit Black Panther de l'ombre, j'ai trouvé ça chouette et je voulais vous en parler. Voilà. Ouais, à toi, mon cher Pierre. Chapeau à lui. Mais tu sais qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui sortent depuis son tragique décès et qui montrent que c'était un mec super. J'ai vu beaucoup de tweets passer aujourd'hui autour de cette anecdote sur Sienna Miller qui dit que plus les gens en parlent, plus on le regrette. Alors... moi je vais parler aussi maintenant de Game of Thrones avec des infos sur le spin-off, le seul qui a été validé, l'adaptation de Feu et Sang de Martin sur l'histoire des Targaryens. Alors si vous n'avez pas lu le livre, je vous le conseille parce que c'est extrêmement intéressant et ça promet des choses assez folles dans la série, mais il va falloir être patient puisque HBO a dit que logiquement la série n'arriverait pas avant 2022. Enfin 2022 c'est sûr, ça n'arrivera pas avant. Est-ce que avec la situation qu'on connaît, ça sera encore repoussé? Voilà pour Game of Thrones. D'ailleurs, à propos de tournage, sachez que James Cameron a dit que Avatar 2 était entièrement tourné et qu'il avait presque terminé Avatar 3. Mais il veut tourner le 4 et le 5 dans la foulée. Donc voilà, il y a du boulot. Et pour revenir sur HBO Max qui prévoit une pléthore de séries, ça va être assez impressionnant. Et il y a une série qui va être une préquelle en fait de The Suicide Squad, le film de James Gunn. James Gunn, monsieur les Gardiens de la Galaxie, qui, vous le savez, avant de réaliser les Gardiens de la Galaxie 3, a réalisé le nouveau film The Suicide Squad, qui n'est pas vraiment une suite du premier. On va dire que le premier n'a pas existé vraiment, mais un petit peu quand même, et il en fait un nouveau film avec une nouvelle équipe, mais tout en reprenant certains personnages. Il y a eu, à l'occasion du DC Fandom, une vidéo de présentation des différents personnages avec les acteurs. D'ailleurs assez cool. Il y a un casting de malade, et dans ce casting, on voit John Cena, le fameux catcheur, qui fait du ciné maintenant et qui se débrouille plutôt bien, qui incarne le personnage de Peacemaker, qui est un personnage de CDC qui est très très secondaire, qui est présenté un peu comme un Captain Américain un peu complètement teubé, et il va y avoir une série préquelle sur Peacemaker avec John Cena et chapeauté par James Gunn. Donc ça peut être intéressant. Alors pour l'instant on peut pas vraiment juger, on verra si le personnage de Peacemaker est intéressant dans le film, et si c'est par exemple un des personnages les plus cool, on sera ravis de le retrouver en série télé. Voilà. Et donc pour enchaîner dans les petites news, une petite news, vous savez qu'on suit beaucoup le tournage de la série du Seigneur des Anneaux qui sera diffusée sur Amazon Prime Video. Et bien en fait, il a été annoncé que le tournage allait reprendre. Pour ceux qui avaient suivi ça il y a quelques semaines, on avait dit que ça y est, les équipes étaient arrivées sur place. Là, ça y est, le tournage est reparti. Et quand les acteurs parlaient du tournage, moi j'étais surpris d'apprendre que les 2 premiers épisodes auraient déjà été tournés. Et ils sont quasiment finalisés en termes de tournage, pas de post-production. Donc vraiment, la production bat son plein. Et les acteurs ont dit que certaines
personnes de l'équipe, acteurs et équipe technique, auraient été confinés ensemble pendant le confinement, et ce qui avait donné une ambiance très particulière à ce tournage où en gros du soir au lendemain les gens sont forcés de vivre H24 ensemble. Donc bref, je suis très curieux de voir à quoi ça va ressembler cette série. Et pour info, donc Kerr en a parlé, Avatar va reprendre. En fait, le gouvernement de Nouvelle-Zélande a validé le retour des équipes de production, mais les tournages pas en même temps, parce que ça générerait trop de personnes rassemblées. Et du coup, ils ont échelonné les tournages de la série du Seigneur des Anneaux, de la suite de Avatar, de la série Cowboy Bebop, qui est également là-dessus. Et bref, moi je trouve ça super intéressant. Je pense que en peu de temps, si la série est mythique, elle va sans doute nous apporter plein d'anecdotes de tournage. J'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et puisque je parle d'anecdotes de tournage, transition incroyable, et bien en fait avec Warner qui a fait donc son DC Fandom, etc., tout en ligne, où il voulait à tout prix nous ramener notre hype et notre amour pour les personnages de DC, et bien en fait sur les différentes chaînes Warner des différents pays, donc Warner US, Warner France, etc., vous pourrez retrouver de nombreux reportages très intéressants, de nombreux making-of qui ont été faits. Il y a notamment le making-of sur la trilogie du Dark Knight qui est sorti il y a une semaine au moment où on enregistre, et qui sont donc disponibles gratuitement, alors qu'avant c'était dans les best-of c'était dans les bonus des DVD ou des Blu-ray. Donc voilà, petit coup plutôt sympa. Alors après, DC a besoin de redorer un peu son blason après les derniers films, mais moi, en tant que fan de DC, ça m'a beaucoup plu, ce petit cadeau. Voilà. Je te laisse, Kerr, les dernières news et le au revoir. Alors, j'ai plus de news, mais juste une remarque sur la Nouvelle-Zélande. On parle pas assez de ce pays, mais je trouve que c'est incroyable quand même que ce pays ait les paysages du Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que et d'Avatar aussi, parce que en Nouvelle-Zélande, sans trucage, vous avez donc la Comté, vous avez le Mordor, mais vous avez aussi la Pandoria. C'est incroyable. Voilà. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao et passez tous une formidable fin de journée. Des bisous et cœur sur les tipeurs. Ciao.